Pour moi, la retraite, c'est l'antichambre de la mort. Les gens attendent. Faire quoi? Du tricot? Quand on fait l'amour et qu'on regarde le plafond et qu'on remarque que la peinture doit être faite, c'est que ça va pas. Faire l'amour dans l'affaire Harry. C'est pas l'affaire de n'importe qui. Hélène, je suis ravi d'être en ta compagnie pour cette interview. Et moi, je suis ravie également. Hélène, tu as 69 ans. Oui. 69 ans, et à 69 ans, tu te lances dans une carrière depuis quelques années maintenant et depuis quelques mois avec beaucoup de ferveur, une carrière d'influenceuse, de chanteuse, d'artiste. J'aimerais que tu me parles justement de cette notion qui te tient à cœur, je le sais, de ne jamais dire jamais, de toujours voir les possibilités et non pas la fin. Il faut jamais dire jamais, ça c'est important, et il est jamais trop tard. Et en plus, il faut ne faire jamais attention à ce que les gens disent. Parce que là, c'est le plus gros frein de la vie. Faire attention à ce que les gens disent et aux critiques, ça freine automatiquement. Et puis jamais dire jamais, pourquoi pas? Vous voulez faire quelque chose qui vous passionne? Lancez-vous, lâchez-vous, faites-le. Dès le moment où vous ne faites de mal à personne, il faut y aller, il faut foncer. T'as déjà été freinée par des avis, par des jugements, par des commentaires? J'ai eu 1000 commentaires, des milliers de commentaires, des milliers de jugements. Mais Sam, je m'en tape, mais royalement. Donc ça ne m'a jamais freinée. Au contraire, ça me donne encore plus de force pour prouver que je peux y arriver et aller encore plus haut. Comment, pourquoi, Hélène, après avoir fait fortune dans le luxe, après avoir fait fortune dans l'architecture, dans le design, pourquoi te lancer à 69 ans dans une carrière de chanteuse et d'influenceuse? J'étais bloquée, comme tout le monde. Je venais d'aménager à Paris, dans un appartement dingue, rue de Rivoli, devant les Tuileries. Et on était tous confinés. Alors j'avais le choix ou de rester en pyjama, pas maquillée, comme tout le monde, et à se lamenter. Mais moi, je suis de nature de bonne humeur. J'ai la joie de vivre, je suis joyeuse. Et je me suis dit, je vais faire des vidéos pour amuser mes amies qui étaient toutes déprimées. Donc, j'ai fait des vidéos drôles en passant les aspirateurs, des vidéos un peu débiles, mais bon, c'était plus pour les... Et un jour, je me suis dit, et si je chantais une petite chanson sur une chanson? Je chantais, mais horriblement mal, très, très mal. Et puis un jour, je me suis dit, et pourquoi pas? J'ai appelé un prof de chant et j'ai pris des cours de chant en visio pendant le confinement. Et le prof de chant m'a dit, vous voulez faire une chanson? Mais tout ça, les gens ont adoré. Non pas adoré ma voix, mais ils ont adoré le package. Le personnage. Le personnage, parce que je mettais des robes longues pendant le confinement, je me maquillais, je m'habillais, je me mettais devant des œuvres d'art, je me mettais en situation. Et j'étais le Prozac du confinement. Je leur donnais la bonne humeur. Et mon prof de chant me dit, est-ce que tu veux faire une chanson? Moi, je me suis dit oui, pour Instagram. Et puis, en sortant du confinement, on me dit, il faut aller en studio. Moi, en studio, mettre un casque et y aller, forget it. Finalement, je suis allée en studio. On a enregistré Just Be You. Ça faisait 15 jours que j'avais commencé à chanter. Hein. Et après ça, on m'a dit, il faut faire un clip. Un clip? On m'a dit, bon, écoute, ton job, c'est de trouver des robes. Bon, donc ça, c'est mon département. Et dès qu'on a mis le clip online, eh ben, ça a fait un carton. Avant d'être Hélène in Paris, tu es et tu étais Hélène Benamou. Tu es née au Maroc. Au Maroc. Quel souvenir tu gardes, Hélène, de ton enfance? Extraordinaire. Des parents pleins d'amour. C'était une explosion d'amour et de... merveilleux, merveilleux. Ça a été mes rocs. Et c'est pour ça que je suis aussi forte que ça. Bon, il y a ma personnalité, mais j'avais un père qui était un exemple. Et je crois que j'ai voulu toujours réussir pour le rendre fier. Ça a été ma motivation. C'est à l'âge de 13 ans que tu arrives en France, que vous arrivez en France. Voilà, qu'on arrive en France. Et puis donc, j'ai fait Janson de Sailly, j'ai eu mon bac à Janson, et j'ai fait Dauphine.
Et c'est là où je suis allée en vacances à Los Angeles, où j'ai rencontré mon bel American. Et voilà. Pourquoi vous aviez quitté le Maroc? Alors, j'ai quitté le Maroc parce que c'était un moment où j'avais beaucoup de familles en France et moi, ça me pesait d'habiter au Maroc. J'avais envie d'avoir cette liberté de vivre à Paris. C'était mon rêve et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que représente le Maroc pour toi? C'est mon amour. C'est quelque chose de viscéral. J'adore le Maroc plus que tout. Et à chaque fois que j'y atterris, j'ai des frissons et j'ai un amour profond pour le Maroc. Quel type d'éducation est-ce que tes parents ils te portaient? Est-ce que tu es né dans une culture? Est-ce que tu es né avec la religion? Est-ce que tu es né avec une certaine forme de spiritualité? Je suis née dans une famille traditionnaliste mais moderne, donc avec beaucoup de tolérance. Et puis moi, je suis surtout très, très spirituelle. Je ne suis pas religieuse. Tu crois en Dieu? Énormément. Ah donc, Et puis, Dieu, c'est mon copain. c'est-à-dire? Ben, on échange. À chaque fois que j'ai des nouvelles, je lève les yeux, je fais des coups d'œil, je dis « OK, what's next? Qu'est-ce qui va m'arriver après ?» Ah, donc tu as quand même une certaine forme de spiritualité au travers de la religion? Ou alors Non, rien à voir? Rien à voir avec la religion. Tous les matins, depuis maintenant plus de 40 ans à peu près, je me réveille à 6 heures du matin et je fais 40 minutes de méditation. Méditation, hypnose, etc. Et après, je fais un peu conversation with God, conversation avec Dieu. Tu parles à haute voix quand tu t'adresses à lui? Ouais, toujours. Tu fais des demandes, tu te confies? Tout le temps. Tout le temps. It's my best friend. C'est important de demander, de formuler ce qu'on souhaite, ce qu'on veut pour soi, pour ses proches? D'abord, il faut se le formuler à soi-même. Parce que on est comme un GPS. Si on ne formule pas ce qu'on veut, on ne va pas l'atteindre. Donc, moi, j'ai tout le temps des objectifs et je suis une fonceuse. Je suis une énorme travailleuse. Je travaille, j'ai la rage d'arriver, de réussir. Je travaille énormément. Je ne suis pas arrivée comme ça. Je travaille le chant tous les jours. Je travaille tout. Je travaille énormément. Tu n'aspires pas à être au calme, à la retraite? Ça veut dire quoi? Mais c'est horrible. Pour moi, la retraite, c'est l'antichambre de la mort. Les gens attendent. Faire quoi? Du tricot? Aller déjeuner avec les femmes? Moi, je suis pas une nana à aller faire des déjeuners de nana. C'est pas mon truc. Moi, j'ai des projets. J'adore faire mes projets, réussir et aller de l'avant et aller encore plus haut. La vie, c'est ça pour moi. C'est la réussite. Et j'adore être fière de moi. Qu'est-ce qui te fait quitter Paris pour Los Angeles? Un mec. Un mec? Ben ça arrive, non? Souvent. Ah ben oui. Et un beau mec en plus. Bon, je l'ai divorcé, mais ça va. Mais tu le rencontres à Paris, donc? Comment? Non. J'étais en vacances avec mes parents et donc je pars à Los Angeles en vacances et toute seule. Et je suis dans une famille et la voisine de cette famille, un jour me voit, une vieille actrice américaine qui me dit « J'ai rencontré quelqu'un hier soir. Il est pour toi. » Alors que je la connaissais à peine. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, etc. Donc il m'appelle et le soir, il vient me chercher et il m'emmène au restaurant et je savais que ça allait être mon mari. Et c'est devenu ton mari? C'est devenu mon mari. Vous êtes restés ensemble pendant combien de temps? 10 ans. 10 ans. Ouais. 10 ans d'amour, 10 ans de crise aussi parfois? Ah non, mais il n'y a pas beaucoup de crise. Quand ça commence à être la crise, je m'en vais. C'est pour ça que t'es partie? Oui. Et puis quand je sens que c'est pas... j'ai eu 2 enfants extraordinaires, une fille, un garçon. Et puis je sentais que c'était pas pour moi. Je ne voulais pas vieillir avec lui. Donc, au lieu d'abîmer la chose, ben, je pars. Moi, je suis la Mary Poppins. À chaque fois, quand il y a quelque chose qui devient à peu près médiocre, ben, je m'en vais. Comment tu deviens ambassadrice de marque de luxe à Los Angeles? Alors, j'étais dans la mode. Parce que veux-tu qu'une femme française fasse à Los Angeles dans les années 80? De la mode, bien sûr. Donc, j'ai créé ma propre marque de mode à Los Angeles. Et puis, j'avais des showrooms dans tous les États-Unis. Donc, j'avais une vie sociale incroyable, très Hollywood, Beverly Hills et tout ça.
Et en même temps, je travaillais énormément. J'étais tout le temps dans les avions et j'ai eu 2 enfants en même temps aussi. Voilà. Et la vie d'une femme mariée. Comment tu décides de créer cette marque de fringues aux États-Unis? Un jour, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai eu l'idée. Il y avait un magasin qui s'appelait Camp Beverly Hills. C'était un magasin qui revendait des choses de l'armée. Et j'avais été dans ce magasin et il y avait une combinaison en papier qui m'avait marquée. Et c'est d'ailleurs avec cette combinaison en papier que j'avais fait mon premier rendez-vous amoureux avec mon futur mari. J'avais relevé le bas du pantalon, retroussé les manches. J'avais une jolie ceinture rouge de chez Dolce Gabbana en vernis, des escarpins rouges. Donc, je l'ai accessoirisé et j'ai trouvé ça charmant. Donc, un jour, je me suis dit, je vais refaire ces vêtements-là, mais en façon plus sportswear. Voilà. Et donc, j'ai fait ça et puis ça a cartonné. Le succès arrive tout de suite? Tout de suite. J'ai été présenter ma collection au Javits Center. C'était pour la Fashion Week à New York. Et puis, j'ai eu énormément de commandes de tous les grands magasins. Comment t'expliques avec du recul, Hélène, que toi, tu réussis dans une industrie que beaucoup convoitent, là où d'autres n'y arrivent pas? Pourquoi toi, tu as réussi? Ben, c'est un peu mon histoire de toute ma vie. J'ai toujours fait des choses avec nouveauté, parce que je n'avais jamais fait ça avant. Même à Londres, je me suis sacrée architecte d'intérieur, alors que je ne l'ai jamais été. Mais je pense que, d'abord, il faut faire des choses avec amour. Il faut adorer ce qu'on fait. Il ne faut pas se forcer à faire quelque chose pour gagner de l'argent. Si on peut le faire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut surtout adorer ce qu'on fait. Il faut travailler énormément. Il faut travailler avec passion. Et on y arrive. Et tu as toujours aimé tout ce que tu faisais? Tout. Ou Sinon, par moment, il t'est arrivé de te dire « j'aime plus ce que je fais, eh ben, j'arrête. il faut que je me réinvente Ben, j'arrête. Et je m'en vais. » Et c'est pour ça que tu as eu 1000 vies professionnelles. C'est comme ça. Oui, parce que par la suite, tu as une boutique de déco À New York, une grande boutique de déco. Et c'était un challenge parce que j'arrive après le divorce. Et puis, tu sais, les gens, comment ils sont. Ils attendent un peu que tu te casses la gueule, tu vois. Oui, ils aiment ça. Mais évidemment, évidemment. Mais moi, il ne faut pas faire attention. Il ne faut pas faire attention. Il faut croire en soi. Votre meilleur conseiller, c'est vous-même. Mais pourquoi l'entourage attend qu'on se casse la gueule? Ben, les gens n'aiment pas que vous soyez mieux qu'eux ou au-dessus d'eux. La plupart des gens. Il y a des gens bien quand même qui vous aiment et qui souhaitent que vous réussissiez. Mais il y a toujours... L'être humain, il a toujours un petit côté jaloux. Et voilà, donc il faut foncer, il faut pas écouter les autres. Il faut vraiment s'écouter soi-même. Donc je suis arrivée à New York et c'était un énorme challenge d'ouvrir sur Madison Avenue avec les grandes marques, les Prada, les Gucci, etc. La petite Hélène qui arrive et qui monte quand même un très gros magasin. Et puis j'ai créé ce concept dans les années 90. C'était novateur. C'était une maison. Et c'est pour ça que je l'ai appelé à la maison. Et qu'est-ce qu'on y retrouvait dans cette boutique de déco? C'était un salon, une salle à manger. À l'étage, il y avait une chambre à coucher. Il y avait des mezzanines. Après, il y avait un bureau. Après, il y avait une cuisine. Il y avait même un jardin extérieur. Donc, j'ai créé comme... Je recevais les gens comme chez moi. Et tout était à vendre. Mais t'achetais ce qui te plaisait? T'achetais ce qui t'inspirait? J'achetais tout. Et puis, c'est la magie de la mise en scène. Rien n'était unique vraiment de ce que je vendais. Mais c'est ma façon à moi de la mettre en scène qui mettait tout en valeur. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, il y a un côté très théâtral. Absolument. Tu es une actrice de théâtre, en fait. Mais je sais ça. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que je fais. Dans tout ce que tu entreprends. Et puis bon, c'est important. Et puis c'est important de se plaire. C'est important de s'aimer. Et tu deviens architecte aussi à Londres, alors que tu n'es pas architecte. La question que je voulais te poser, Hélène in Paris, c'est... Comment tu arrives à te mettre dans la peau de professionnel que tu n'es pas et de nouer à chaque fois avec la réussite, le succès, la fortune? Alors, quand j'arrive dans quelque chose, quand je sais où je travaille, d'abord je sens une opportunité. Je me dis, tiens, Hélène, c'est pas la chance pour moi, c'est que je reçois une idée. Et bien, je la traite, cette idée. Je reçois
des messages, si tu veux, de dire, tiens, et si je rentrais là-dedans? Et quand je rentre, et quand je vois que je travaille énormément, et quand j'ai des signes comme quoi, des signes positifs, je continue. Et si j'ai des signes négatifs, je m'arrête. C'est pas pour moi. Et si j'ai des signes positifs, ça veut dire, cette branche est pour moi. Voilà, et c'est comme ça que je continue. Mais comment est-ce qu'on devient architecte quand on n'a pas fait les études Ah, mais d'archi? là, maintenant, je peux te faire des AutoCAD sur ordinateur, etc. Parce que je rentre dedans, mais je travaille énormément. J'apprends, je ne lâche rien. Je ne lâche rien. C'est incroyable, Je ça. suis une fonceuse dans tout. Mais j'ai énormément travaillé. Quand je te dis que j'ai travaillé 7 jours sur 7 dans toute ma vie, Qu'est-ce qui peut te faire faillir? Qu'est-ce qui peut te faire douter? ben, le manque de passion, la routine, la rengaine. Tu sais, quand les gens, en anglais, j'adore ce titre, ce mot, parce que je ne l'aime pas en plus. Tu sais, les gens, quand ils te disent It's fine », je déteste quand les gens disent « It's fine ». Je déteste. Et même, tu sais, quand j'ai des collaborateurs qui viennent et qui me rendent un dossier, par exemple en archi d'intérieur, et je leur dis « Est-ce que vous adorez? Est-ce que vous trouvez ce que vous avez fait est amazing? Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous me montrez ?» S'ils me disaient « Pas mal », je dis ben « Alors, tu reviens ». C'est pas pour moi, mais c'est pour eux aussi. Moi, je suis pour l'excellence. Tu reviens, tu vas, tu donnes du mieux que tu peux. Et une fois que tu penses que c'est excellent et que tu es fier de ce que tu as fait, tu reviens me voir. Et là, je vous garantis que c'est parfait. Et pourquoi arrêter un business, par exemple, avec ta marque de vêtements à Los Angeles, Ah ouais. pour après aller dans la déco, après devenir architecteur Alors, à succès j'ai arrêté- d'intérieur? Est-ce qu'il y a une raison? J'ai arrêté la mode pendant... J'ai quand même fait ça pendant 10 ans. Donc, 10 ans, c'est pas juste de 1 ou 2 ans. Parce que j'ai divorcé. Donc, c'était un choix. J'ai arrêté la mode. Et puis, en arrivant à New York, j'ai vu ce magnifique magasin et je ne savais pas quoi y vendre. C'est incroyable, non? Donc, j'ai demandé au propriétaire de me laisser m'asseoir dans ce magasin pour essayer d'avoir des inspirations. Et puis, j'avais l'impression d'être comme dans une maison. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Faire un magasin de déco. Donc l'énergie, le non palpable, il a quand même une place importante dans ta vie. Moi, l'intuition marche et les signes. Les signes, des signes positifs. Alors, très souvent, quand j'ai un projet qui vient vers moi, et j'imagine dans ma tête, si j'ai un soleil, quand je pense à ce projet, je me dis, Hélène, fonce. Et quand je sens quelque chose de trouble et de flou, je n'y vais pas. Mais ça fait peur à beaucoup de monde de changer d'activité. Beaucoup de personnes ne sont pas rassurées. Oui, mais la peur, ça paralyse. Moi, j'aime la peur. La peur, c'est productif. Moi, quand on a la peur, il faut la surpasser. Et c'est là où on réussit. Il faut être proactif. Mais tu t'es jamais dit, je vais tout recommencer à zéro? Mais la peur... Moi, quand je suis arrivée à New York, j'avais la boule au ventre. La boule au ventre, j'étais seule. Parce que mes enfants, je les avais laissés à Paris chez mes parents le temps de me reconstruire. J'avais la boule au ventre. Et en plus, tu sais, je veux prouver en plus que je réussis. Donc, je veux me prouver à moi et montrer que je vais y arriver. Pourquoi tu utilises le terme reconstruire? J'avais laissé mes enfants à Paris le temps de me reconstruire. Te reconstruire de qui? De quoi? De la vie que j'avais à Los Angeles. Donc, je démarre quelque chose de complètement nouveau, donc, où je continue de me construire ou me reconstruire. Mais quand je suis arrivée à New York, j'avais la boule au ventre. Et la peur, moi, la peur, ça me booste encore plus parce que je veux montrer que j'y arrive encore plus. Et pourquoi être mère n'était pas une fin en soi pour toi? C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans notre société, c'est les retours beaucoup que j'ai en interview, oui. Devenir maman devient l'élément central de sa vie et plus rien ne compte. Moi, pour le beaucoup. fait d'être maman, c'est un élément central. C'est un élément qui est essentiel pour moi. Mes enfants, c'est tout pour moi. Mais j'ai ma vie. Donc, je peux lier. Il y a des mamans qui disent « j'ai pas le temps. Je m'occupe que de mes enfants. » Mais oui, on a le temps. Si tu t'organises, moi, je préfère donner du qualitatif à mes enfants que du quantitatif.
Et le qualitatif plus le qualitatif pour moi, c'est une vie parfaite. Mais amener les enfants pour des choses pas essentielles, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Mais moi, c'est surtout le qualitatif que je donne à mes enfants. L'argent, pour toi, c'est tabou? Non, c'est pas tabou. J'ai beaucoup gagné ma vie, j'ai bien gagné. C'était pas mon... C'était le but à chaque fois que je commençais un nouveau business, c'était pas avec le but. L'argent n'était pas l'essentiel dans ma vie. L'argent est venu avec tout ce que j'ai donné comme travail. Mais c'était pas l'essentiel, c'était pas le but de ma vie. Moi, le but de ma vie, c'est de réussir et d'être fière de moi. C'est ça l'essentiel. Et d'être heureuse. D'être accomplie. C'est le but de beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup se disent comment devenir millionnaire. Il y a des tutos qui sont faits sur Internet, il y a des vidéos qui sont dédiées à ce sujet. Moi, je trouve qu'il ne faut pas courir après l'argent. L'argent vient quand on se donne à fond, avec amour, et qu'on travaille, et qu'on donne encore plus de soi-même pour arriver à l'excellence et à la perfection. Et là, je vous garantis que l'argent vient. Pourtant, toi, tu as dit que tu cherchais un compagnon qui soit millionnaire, soit milliardaire. Ah non, alors là, je vais dire quelque chose. C'est une chanson qui est de Mistinguett, que j'ai reprise et qui cartonne sur les réseaux. Oui. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire. Et là, du coup, c'était rigolo. Alors après, dans les réseaux, j'ai dit, un millionnaire d'avant, c'est le milliardaire d'aujourd'hui, voilà. T'es célibataire aujourd'hui? Je suis célibataire, mais si je rencontre quelqu'un de millionnaire, ok, de milliardaire, ok. Et si je rencontre surtout un mec avec qui je me marre, avec qui on a des rapports extraordinaires et qui est ok financièrement, oui. Non, c'est pas l'argent. Non, mais je plaisantais avec tout ça. Mais tu pourrais être en couple, je sais pas moi, avec le serveur d'une brasserie dans laquelle tu vas. Si je suis passionnée avec lui, pourquoi pas? Si t'es amoureuse. Voilà. Et si on a un échange, et si on rigole, et si c'est une évidence d'être avec lui. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi chez un partenaire? La complicité, la confiance. Moi, les coups de foudre, ça me fait peur un peu, tu sais. Parce que les coups de foudre, il y a l'amour comme ça, et puis plouf, il y a la déception. La confiance, la complicité, the trust, comment on dit en français, la loyauté, la confiance, et puis le partage, partager des moments, rire, aimer faire les choses ensemble, mais ne pas être collé l'un à l'autre 24 heures sur 24, ça je supporte pas. Oui, tu as besoin de ton indépendance. Absolument, parce que tu te rends compte, un mec dans ma vie maintenant... Eh ben pourquoi pas? Non, à temps plein, c'est un peu compliqué. Mais tu as envie d'avoir un mec à temps plein dans ta vie? On peut essayer. Tu as des critères particuliers, là tu as parlé du mindset, mais physique? Moi, la beauté, je m'en fous complètement. Le physique, je m'en fous. S'il est brillant, s'il est intelligent, s'il a l'œil qui pétille, c'est ça que j'aime. J'aime être avec quelqu'un de très intelligent. Pour moi, un mec très intelligent, je le trouve beau. T'es sapiosexuel. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Sapiosexuel, ce sont les personnes qui sont attirées par l'intelligence d'une autre. Voilà. C'est-à-dire l'intelligence va les stimuler. Absolument. Presque les exciter. Ah, mais tout avec... Tu as raison. Voilà, et ben c'est le terme, c'est sapiosexuel. Et si Marc Lavoine n'avait pas été avec Adriana Carambeu, t'aurait-il tapé dans l'œil? Ah non, je l'ai connu avant Adriana Carambeu. Marc et moi, on est tellement amis, mais des amis, mais profonds. On est très proches, on s'adore. C'est surtout un ami pour moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a conseillé quand tu lui as dit, Marc, voilà, je me lance dans la chanson? Alors, j'avais déjà sorti 2 titres, parce que le deuxième titre que j'avais sorti, je l'avais chanté en direct sur On n'est pas couché de Laurent Ruquier, alors que ça faisait 3 mois ou 4 mois que j'avais commencé à chanter. Tu te rends compte? Dingue. Et, Laurent Ruquier m'invite à chanter en direct un samedi soir. Et j'avais fait l'interview en direct et j'avais chanté en direct. Et c'était super. Mais après, quand même, tu connais, je me suis présentée à l'Eurovision. Je sais, j'ai vu en 2022.
Il faut avoir du culot. Non, mais tu mets la barre très haute, quoi. Mais c'est comme ça, toute ma vie. Je mets la barre haute, mais au moins, tu la mets haute, mais tu as un objectif, tu l'atteins. Parce que plus tu y travailles, et puis tu l'atteins. Si tu ne mets pas une barre, si tu ne te fixes pas une barre, tu n'atteins rien. Voilà, donc je me suis dit, allez, je vais me présenter à l'Eurovision. Et les gens m'ont dit, elle est dingue celle-là, elle est folle, etc. Donc, j'ai envoyé l'application. On m'a dit, il nous faut une vidéo prise comme ça, une vidéo prise comme ça, une vidéo où vous chantez en anglais, une vidéo où vous chantez en français. J'ai envoyé mon application comme une bouteille à la mer. On m'appelle 1 mois après, ou 2 mois. Vous avez été sélectionné parmi les 30 premiers. Je crois qu'on était 1000. Mais pour moi, j'avais gagné. Oui. Je m'en foutais si ça ne continuait pas. Et puis après, on m'a dit, voilà, il faut venir dans un théâtre, vous allez chanter devant tout France Télévisions et devant la presse. Chocotte, hein? Donc, maquillage, robe longue, il fallait faire comme si j'étais à l'Eurovision. Donc, j'ai chanté, ils m'ont dit, voilà, donc il y avait 15 un jour, et 15 puisqu'on était 30 sélectionnés, un autre jour, on vous appellera d'ici 1 mois. Je n'avais pas très bien chanté ce jour-là, hein, parce que j'étais très nerveuse. Le lendemain soir, à la fin, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, voilà, vous avez été prise pour la finale de l'Eurovision, qui va avoir lieu, je ne sais plus quel jour c'était, en direct sur France 2. Ah, tu ne devais pas y croire. Ah non, mais c'était dingue. C'était dingue. Mais c'est-à-dire que c'est magique, comme des miracles. Voilà. Mais ta vie, elle a toujours été aussi miraculeuse tout le temps? Oui. Tout le temps. J'ai eu des problèmes, évidemment. J'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu un problème au cou. On m'a opéré du cou. Ça a été assez compliqué. Mais même là, avec ça, j'avais le sourire. Qu'est-ce que tu as eu au cou? J'ai eu des problèmes de cervicale. Donc, il a fallu m'opérer, me faire des greffes osseuses. Donc, on m'a mis des plaques, des vis. Et voilà. C'était une épreuve à passer. Et je l'ai passée et ça a réussi avec le sourire. Et voilà, c'est comme ça. Tu me parlais de l'Eurovision, mais tu as été la même année contactée pour The Voice. J'ai été contactée par The Voice aussi. Également. Avant l'Eurovision. Et alors, c'est quoi l'anecdote autour de The Voice? Ça a été un problème parce que mes parents sont décédés du Covid les deux en même temps, pratiquement. Pardon. C'est des choses qui arrivent, mais généralement pas ensemble. Oui. Et puis, c'était pas quelque chose d'actuel pour moi de penser à The Voice. Donc, j'ai laissé passer ça. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, pas The Voice, mais plus tard, l'Eurovision. Bah pour le coup, en tout cas, même si tu as fait l'Eurovision, que tu n'as pas fait The Voice, tu as partagé 2 featuring avec le célèbre chanteur de variété française Marc Lavoine, notamment un titre qui s'appelle Preuve d'amour ou encore Je te dirais oui. Ouais. Je te dirais ouais. Pardon. Je te dirais ouais. Alors là, on se drague un peu tous les deux sur ce titre, un peu à la Gainsbourg et Birkin dans Je t'aime moi non plus. C'est un titre qui est génial. Et l'autre, c'est Preuve d'amour. Je me souviens du jour, oh mon amour, où j'ai eu la chance. C'est très doux et ça fait un peu années 60, Brigitte Bardot, décapotable sur la Côte d'Azur. En parlant de décapotable, tu parles de voiture, tu parles d'une Ferrari, puisque tu chantes Faire l'amour dans la Ferrari. Faire l'amour dans la Ferrari. C'est pas l'affaire de n'importe qui. Oui, donc tu aimes bien les consonances, les allitérations. Alors là, c'est Marc Lavoine qui l'a écrite. Alors, comment j'ai rencontré Marc? Si tu veux que je revienne à ça. Ma manager, qui est Ruthi, qui est une personne que j'adore, et moi, on était à un rendez-vous. On nous présente la chanson Preuve d'amour. Et puis, Ruthi a dit automatiquement, je la vois qu'avec Marc. C'était un duo. Elle m'a dit, je dois voir Marc dans 15 jours, je veux lui en parler. Et puis, il a tout de suite accepté. Elle lui a montré mon Instagram. Elle lui a fait écouter la chanson. Et il a dit, banco, je le fais. Dans une autre chanson, tu parles d'ascenseur. Tu dis, pour un amour en ascenseur, si seulement ce satané ascenseur pouvait tomber en panne. J'ai l'impression, soit que tu es une petite coquine, quand même, Hélène Paris, ou alors que tu as beaucoup de fantasmes. Mais moi, je suis une grande coquine. Mais il faut être coquin dans la vie. Moi, écoute, il y a un truc, Sam. Les gens sont moins coquins. Les gens sont moins coquets. Les gens ne se draguent plus.
Les gens ne se font plus la cour. Les gens n'envoient plus des bouquets de fleurs, ne se disent plus... C'est terminé. Les gens sont sur leur téléphone. Je le fais aussi. Hein. Mais je trouve qu'on devrait recommencer à se courtiser. Les gens ont peur, ils sont tétanisés. Mais si c'est bien fait, il n'y a pas de mal. Tu parles beaucoup d'amour, c'est omniprésent l'amour. On ne s'aime pas assez, d'une larme à un sourire, on s'embrasse quoi que l'on fasse. Marions-nous, mon amour. Je voulais savoir si tu étais une amoureuse de l'amour ou si c'était une façon de compenser peut-être un vide actuel, un sentiment. Non, évidemment, non, j'ai un vide, j'aimerais bien rencontrer ma cerise sur le gâteau, tu vois, qui serait mon amour. Mais non, j'ai pas un manque d'amour. Je suis entourée de plein d'amour dans ma vie. Et puis, je m'autosuffis à moi-même. Tu sais, quand on s'aime soi-même, on n'est pas en manque. C'est important de s'aimer soi-même. Tu disais, on peut courtiser, on ne courtise plus. Si c'est bien fait, ça pose pas de problème. Pourtant, on évolue aujourd'hui dans une société où on a l'impression que courtiser devient presque un problème. Mais les gens ont peur parce qu'il y a eu tout le temps les MeToo, les gens qui ont été arrêtés, les gens ne montent plus dans les ascenseurs ensemble. Les gens sont tétanisés, si tu veux. Où commence la drague, où s'arrête la drague, tu vois? Mais si c'est fait élégamment, mais tout le monde veut ça. Ça te ferait pas plaisir, toi? Moi, ça me ferait plaisir qu'on me drague, mais joliment, pas qu'on me mette une main aux fesses. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire que beaucoup ne savent pas ce que c'est, en fait, tout simplement, courtiser. Mais non, mais ils devraient... Moi, je vais faire des masterclass sur la drague, la vraie drague, ou la cour, pour montrer aux gens qu'il faut recommencer à se draguer. Il y a une personnalité, toi, que tu as draguée, c'est lorsque tu participes à l'émission L'Agence sur TMC. Des crêtes, c'est Martin qui t'a tapé dans l'œil. Ah, alors attends, on me dit, Hélène, il faut faire l'Agence. J'ai dit, OK. Moi, tu sais, j'arrive des États-Unis, d'Angleterre, donc la télé française, je ne connais pas très bien. Donc j'ai dit, OK. J'ai vu un petit bout de l'émission, un truc sur les agents immobiliers. Donc je reçois les équipes, les cadreurs, etc. ce jour-là. Et puis arrive Martin. Et j'avoue quand même qu'il est très beau. Il est très beau, il est sexy. Et puis, c'était pas préparé, hein, du tout. Et je me suis mise à le draguer. Ah ben on a vu ça, notamment dans l'ascenseur d'un joli logement qui te proposait rue de Rivoli. Dans l'ascenseur, il rentre dans l'ascenseur et je lui dis... non, je rentre dans l'ascenseur, j'ai dit, Martin, vous venez avec moi. Non, je prends l'escalier. Je dis, non, mais l'ascenseur était 1 mètre sur 1 mètre, et encore. Donc, il était minuscule. Il était joli d'ailleurs, cet appartement qui t'avait présenté. Il faisait un peu la cage aux folles. Hein. Ah oui, c'est vrai. Avec ces espèces de statues romaines, etc. Ces grands plâtres. Très baroque. Très baroque. Très rococo. Voilà, très rococo. Un côté Dolce Gabbana mixé avec Versace. Et la cage aux folles. Et la cage aux folles. Tu connais Fabrice Lucchini ? Non, j'adorerais le rencontrer. Ah ben Fabrice Lucchini, il a été aussi dans l'agence et il s'est confié à TV Mag. Le média, il a dit, j'ai accepté de venir et faire comme si je ne les connaissais pas pour leur émission. J'ai joué le client alors que j'avais déjà acheté les bureaux. C'est génial le métier de comédien, ça m'a permis de les remercier. Il y a également le producteur Dov Atia qui a dit c'est bidonné, l'émission L'Agence, et c'est vrai que ça crée la polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais, mais bon. Est-ce que c'était bidonné pour toi ? Non, pas du tout, pas du tout. En plus, c'est une famille extraordinaire, je les ai rencontrés plusieurs fois. Et puis après, ce qu'ils m'ont proposé ne m'a pas convenu, tu vois. Mais c'était pas bidonné. Sinon, ils ne seraient pas venus. Tu cherchais véritablement Je cherchais un bien. véritablement, mais finalement, j'ai préféré rester chez moi. Parce que les 2 biens qu'ils m'ont montrés, finalement, c'était... Le deuxième, ça ne s'est pas fait. Voilà. Cette carrière de chanteuse, cette carrière aussi d'influenceuse sur les réseaux sociaux qui est nouvelle pour toi, et on voit qu'il y a déjà pas mal de succès, parce qu'il y a des featuring avec des célèbres chanteurs, tu fais tous les plateaux télé, tu fais l'Eurovision en 2022. C'est quoi la suite, Hélène ? C'est quoi ta future carrière ? Alors, la future carrière. Alors, préparez-vous, hein, parce qu'il y a toujours plus haut. Oui. Je me fixe un objectif très haut, je l'atteins coûte que coûte. Et je vais encore plus haut, parce que je n'ai pas encore fini. Mais tu sais où tu veux aller ? Ouais. Alors, je sors un livre
qui s'appelle Tadam, aux éditions Le Duc. C'est l'anti-manuel du savoir-vivre. Ah. Et c'est à mourir de rire. Alors, c'est quoi ça, l'anti-manuel du savoir-vivre? Alors, c'est Hélène qui donne des conseils, un peu sur tout, sur le sexe, sur l'amour, sur les rencontres, sur les voyages, sur la soirée idéale, plein de choses, sur la beauté. Et vous allez voir, c'est un film, c'est un livre très très drôle. Ça, c'est un lapsus. Il y a peut-être un film aussi qui va se préparer. Voilà, peut-être. Prochainement. Quels conseils, moi, tu me donnerais? Tiens, quels seraient les conseils d'Hélène que je devrais avoir? Ben, pour l'instant, je te trouve très beau, charmant, très élégant. On est un peu assortis tous les deux, tu ne trouves pas? Un petit peu, on n'a pas fait exprès. Voilà. T'es dans le bleu marine, moi, c'est noir. Non, mais moi en te regardant, il n'y a rien à changer. C'est parfait. Tout Mais- ce que j'aime. Quels sont les conseils en termes de sexualité que donne Hélène? Ben, d'être naturel. D'être naturel. Et que dès qu'on commence à penser, c'est que ça ne va pas, il faut changer de partenaire. Oui, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Quand on fait tout naturellement et sans penser, dès qu'on pense à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire, et si on commence, et quand on fait l'amour et qu'on regarde le plafond et qu'on remarque que la peinture doit être faite, c'est que ça ne va pas. Ah oui, logiquement, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Une petite couille dans le pâté. Voilà, exactement. Comme on dirait. Et c'est quoi les conseils en termes de savoir-vivre? Parce que j'imagine que tu as quand même Alors, certains codes. savoir-vivre. Alors, quand on est invité dans des grandes soirées, par exemple, de charité, des trucs comme ça, vous savez, les soirées où tu arrives, le plus sympa, c'est les cocktails. Après, quand on passe à table et vous êtes assise à côté de monsieur untel qui parle que de son golf et de madame qui montre les photos de son accouchement, 10 minutes chacun, ça va, mais toute la soirée, c'est pas possible. Donc, ce que je fais, je préviens en avance, j'assiste au cocktail, j'embrasse tout le monde, je prends quelques photos et je m'en vais. Oui, tu fais moins de social clubbing. Non, je ne fais pas. Parce que je fais ce qui me plaît, mais je préviens, j'essaie d'être bien élevée. Mais les gens me connaissent et je préviens en avance. Par exemple, les soirées de charité, je fais mon don et je dis je ne peux venir qu'au cocktail. Mais je ne veux plus le supplice des dîners coincés assis. J'adore les repas, j'adore les dîners cuisine chez moi. Je reçois dans la cuisine. J'adore ça. Alors moi, il y a un rituel. J'écris ça dans mon livre. Le dimanche soir, je reçois pas trop de personnes à la fois dans ma cuisine. 19h30, 21h30, tapant, tout le monde s'en va, pyjama, pour commencer une bonne semaine. Et puis, il y a les premiers dîners amoureux. Tu verras, le livre est juste génial. T'as peur d'avancer dans l'âge? T'as peur du temps qui passe, Hélène? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est génial. Comment tu le vois, le temps qui passe? Parce qu'il y aura un jour où tu pourras plus faire tout ce que tu veux, où je pourrai plus faire tout ce que Oui, je mais veux. darling, je me dis un truc. Le jour où je ne pourrai plus, je vais regarder et je vais dire, mais Hélène, mais regarde tout ce que tu as fait. Mais juste la satisfaction d'avoir fait tout ce que j'ai fait, c'est une réussite. Bien sûr. En elle-même. Mais la fin du corps, la fin de l'enveloppe corporelle, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Ah, La pas du mort, tout. est-ce que c'est quelque chose qui Pas te fait du tout. peur? Pas du tout. Parce que je trouve que Dieu est juste parfait. Regardez notre corps, il est juste dingue. C'est pas juste. Moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose après. Donc, on ne sait pas. Surprise. Tu penses qu'il y aura une autre vie après celle d'Hélène in Paris? Je ne sais pas, mais ça peut être que bien. Et pourquoi Hélène in Paris? Alors, Hélène in Paris. J'étais à Paris avant mon déménagement à Paris, avant que j'habite ici. Mon père m'a dit, écoute Hélène, il faudrait que tu montes une société à Paris. J'ai dit, OK. J'appelle un comptable. Et il me dit, voilà, pas OK, parfait. Il me faut un nom de société. Ah. Alors tu penses au nom de ta mère, de ta fille, mélangé avec le nom de ton fils, de ton adresse, de ta date de naissance, etc. Et comme j'étais architecte d'intérieur à l'époque, et à chaque fois que j'allais dans une ville, je mettais en hashtag dans mes posts sur Instagram, j'avais un petit Instagram, mais quand même, hashtag Hélène in Athens, Hélène in New York, Hélène in London. Et puis, je dis au comptable, je dis, écoutez, je vais réfléchir et je vous rappelle.
J'ai fait une photo que j'ai postée sur Instagram. J'ai mis hashtag Hélène in Paris. Et voilà. Donc, en fait, Hélène in Paris existait bien avant Emily in Paris. Bien sûr, j'étais l'original. Donc, Emily in Paris, t'as volé le concept. Et voilà. Non, mais c'est pas grave. Mais ça t'énerve pas que certains se disent « Ah, tiens, c'est un petit clin d'œil à la série ?» Non, il y a des gens, ça, les gens ne le disent plus maintenant. Mais très souvent, on me dit « Ah, comme Emily in Paris ». Je dis « Non, non, elle, comme Hélène in Paris ». Et oui, c'est ça. Hélène, merci pour cet entretien, cette interview en toute intimité à mes côtés. Avec grand On plaisir. peut t'écouter, on peut te streamer même de partout parce que De partout. ton album, il est disponible que ce soit sur Deezer, sur Spotify, sur Sur tous les réseaux. toutes les plateformes, Toutes les plateformes. tous les réseaux. Il s'appelle Jamais dire jamais. Attends, mais tu vas montrer le vinyle Ah bah bien sûr. à l'intérieur. Ah bah bien sûr. Tu vas voir. Alors attends, qu'est-ce que tu nous réserves encore? Ah, il y a les non. paroles. Mais ouvre. Tu vas Déjà, il y voir. a les paroles, ça c'est cool. Ah, les paroles, bien sûr. Ah, il est très beau. Il est très beau. Il est très Hélène in Paris. Oui. C'est toi qui l'as voulu Absolument. minimaliste? Il est joli, hein. Il est un peu nacré quand tu le tiens comme ça. Oui. Il est très joli. Il est très joli. Félicitations Merci. pour ce beau projet. Merci. Hélène, on peut te retrouver également sur tes réseaux sociaux et Et puis, croyez-moi, ils sur sont très les- animés. Oui, sur Instagram, sur TikTok, Bah oui. YouTube. Son compte Instagram, c'est heleninparis.officiel. Son compte TikTok, c'est heleninparis.officiel également. Et le nouvel album, je rappelle, ça s'appelle Jamais dire jamais. Vous retrouverez 12 titres totalement inédits dessus à Merci. écouter sans modération. Merci, merci, merci Sam. Merci infiniment Hélène pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité bien sûr. Prenez bien soin de vous et vos proches et ne dites jamais jamais.